Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir chez moi pour un genre de rentrée numérique. Je vous avais prévenu que je ne filmerai plus mes cours en cours à Tolbiac où les étudiants feront leur rentrée incessamment sous peu. Mais ici en parallèle, c'est-à-dire je ferai mon cours d'anthropologie politique au deuxième semestre comme d'habitude et mon cours d'initiation aux sciences sociales au premier semestre comme d'habitude. Mais je vous proposerai d'autres contenus en parallèle. Je dis en parallèle parce que, notamment pour le cours d'anthropologie politique au deuxième semestre, il y aura en quelque sorte un vrai parallélisme entre les sujets que j'aborderai dans le cours en ligne et le cours qui sera donné en Sorbonne. Voilà. Or donc, le thème que j'ai choisi cette année, grâce à mon collègue et ami Raphaël Coster, c'est une anthropologie politique des rêves. Alors, je précise tout de suite, anthropologie politique des rêves politiques. Juste, petite parenthèse, euh, à la Sorbonne, on est dérangé par le bruit des étudiants qui tapent sur leur ordinateur. Chez moi, on sera dérangé régulièrement par les motos, scooters, quand c'est pas la boîte de nuit qui est juste derrière chez moi et qui se met à faire du boom boom. Mais enfin, ça fait que probablement je n'enregistrerai pas les cours à partir de 10h du soir. Bien, fin de la parenthèse. Anthropologie politique des rêves, et je disais que j'allais préciser, anthropologie politique des rêves politiques. Il ne s'agit pas de faire un genre d'analyse politique des rêves ou d'analyse des façons dont culturellement on s'intéresse aux rêves qui ont une signification politique. Vous savez que l'interprétation des rêves euh, n'a pas qu'une version psychanalytique. De nombreuses cultures accordent aux rêves une origine divine et cherchent ensuite à ritualiser l'interprétation des rêves ou leur mise en forme, on leur donne sens, notamment lorsque par exemple il n'est pas évident qu'il y ait une séparation des âmes et qu'un rêve peut avoir une signification pour le collectif, ou être un message collectif vis-à-vis duquel la personne qui le reçoit n'est jamais qu'un intermédiaire. Donc, on reprend. Cette année, je vous propose un cours sur l'anthropologie politique des rêves politiques, c'est-à-dire de cet ensemble de contenus de représentation qui forment le projet rêvé de telle ou telle catégorie de la population. Le projet politique rêvé euh, par telle partie de la population, par exemple tel parti politique, telle partie de la population, telle idéologie, tel régime. En d'autres termes, on va s'intéresser aux fictions collectives qui projettent vers l'avenir la société et les humains qui la composent et comprennent d'une certaine manière à la fois l'avenir souhaitable du corps social, mais aussi une vision du monde, qu'est-ce qui le structure, est-ce qu'il y a un mouvement historique, par exemple, qui va de sa fondation mythologique jusqu'à un avenir radieux? Est-ce qu'il y a une vision extrêmement objectiviste des flux financiers et aussi, comme dans la théorie du développement, un avenir commun radieux également? Donc il y a aussi là-dedans une vision de l'humain. Est-ce que l'humanité est toute une? Est-ce qu'elle est plurielle? Est-ce que dans cette pluralité, il y a les bons et les méchants, les purs et les impurs? Est-ce qu'il y a une distinction nette entre ce qui est humain et ce qui est animal, etc. etc. Donc, pose. Il faut donc qu'on ait pour objet de recherche quelque chose qui soit à la fois commun et qui soit politique. Donc, on va chercher une fiction commune, une fiction collective, fait à la fois de représentations artistiques, de types de discours, de mythologie, de récits,
d'objectifs politiques définis mais à venir et qui englobent la totalité de l'action. Hein. Et ces rêves doivent à la fois encadrer, informer les interactions sociales, hein, ça c'est une chose, de manière latente, de manière spontanée ou de manière organisée dans un cadre de propagande. Donc retenez bien ça, hein, un rêve commun et qui informe les actions politiques ou qui informe de manière politique les actions. Bon, alors, ces rêves, ça peut être le retour à la terre promise, hein, le rêve d'un avenir en commun, le rêve d'un monde plus beau, le rêve d'un monde plus parfait. Ça peut être encore hasta la victoria siempre, venceremos, l'international sera le genre humain. Mais ça peut être aussi le rêve d'une gestion parfaite d'un monde où tous les sachants collaboreraient et organiseraient la vie des non-sachants, une espèce d'utopie saint-simonienne. Ça peut être le rêve européen qui ressemble beaucoup à ça. Mais attention, on va s'intéresser au rêve, c'est-à-dire à la fiction collective, à l'ensemble symbolique qui est travaillé dans des visées propagandistes ou qui se construit en quelque sorte de manière spontanée au travers des actions sociales par la population. Mais ce rêve-là, ces ensembles, euh, si vous voulez, qui relèvent à la fois de l'imaginaire collectif et d'un travail culturel, il ne faut pas les mélanger avec la réalisation du projet politique. Il faudra les garder un petit peu séparés. Le projet communiste, le projet anarchiste, le projet républicain, le projet libéral, le projet écologiste, le projet décroissantiste, tous les projets qui se finissent en isme ou en iste, peu importe. Tous ces projets ont une réalité institutionnelle, recouvrent des rapports de force réels et pratiques entre des groupes sociaux identifiables avec une histoire matérielle. Une histoire des institutions et une histoire des partis et une histoire des groupes de pression. Ça n'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est le produit culturel qui accompagne et est nourri par ces projets politiques. C'est-à-dire le cadre général, le cadre symbolique commun, et ce qui peut-être est la part la moins maîtrisable en réalité, et que j'appelle à partir de maintenant, et dans le cadre de ce cours, les rêves politiques. Donc, je reprends. Quand quelqu'un vous dit, par exemple comme Martin Luther King dans son grand discours, I have a dream, d'un monde commun, meilleur, dans lequel les Noirs et les Blancs seraient égaux. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold this truth to be self-evident, that all men are created equal. Voilà. J'ai un rêve, nous partageons un rêve, nous pensons à l'intérieur de ce rêve, nous agissons à l'intérieur de ce rêve, et pourrait-on dire très rapidement, ce rêve nous agit, nous manipule, nous oriente, nous fait penser. Eh bien, désormais, vous tendrez l'oreille, ou peut-être l'avez-vous déjà fait, si toutefois vous souhaitez suivre ce cours, pour essayer de comprendre cette matière politique-là. On ne travaille pas sur les discours spécifiquement, on ne travaille pas sur les institutions spécifiquement, on ne travaille pas, comme on a pu le faire l'année dernière, sur l'origine historique de tel ou tel courant économique et politique. On travaille sur le cadre culturel qui forme en quelque sorte une vision du monde, de l'humain, de la société et de là où elle va se projeter. Le cadre général de la perception de ce qui arrive. Bien. Alors, ce rêve politique, il peut être explicité, par exemple le rêve américain, ou I Have a Dream de Martin Luther King. Il peut être revendiqué non pas en tant que rêve, mais en tant qu'avenir radieux pour tel ou tel régime, démocratie populaire, etc. Excusez-moi, je vais être plus explicite, parce que j'ai plus vos têtes en face de moi pour faire mon cours, c'est difficile. Comme par exemple, je sais pas moi, dans un régime soviétique qui vise la construction de l'homme soviétique et l'avènement du communisme. Mais là, évidemment, la question est de savoir qu'est-ce que le groupe, qu'est-ce que chaque individu formant le groupe partage avec l'ensemble des autres. Qu'est-ce que ce groupe forme comme ensemble de représentations qui encadrent l'action, mais non pas seulement
euh, en motivant l'action de tous les jours, mais encore en le motivant en fonction d'une justification dans l'avenir, dans une transformation idéale de la société. Bien. Alors, pour finir cette courte introduction sur l'anthropologie des rêves politiques, l'anthropologie politique des rêves politiques, c'est-à-dire sur cette matière commune qui donne une scène commune de l'action qui vise le futur. Tiens, on pourrait dire ça, le monde commun, c'est le monde en tant qu'il est mu par l'action en commun, et le rêve politique, c'est le monde commun en tant qu'il est mu par une action collective visant un avenir idéal. Un rêve. Bien. Je vous donnerai des exemples un peu plus concrets tout à l'heure. C'est important de prendre du temps pour définir les termes. Je le répète chaque année, je le fais chaque année avec des notions chaque année différentes parce que c'est là ma façon, ma pratique. Parce que les mots ont un sens, mais souvent ils en ont plusieurs. Or, notamment la notion de rêve a plusieurs sens. On peut l'utiliser quand on est Lidl, par exemple. Il y a une pub récente un peu ridicule qui dit lidlvoyage.fr, le vrai prix de vos rêves. Alors là, le rêve signifie ce que j'ai envie de faire pendant les vacances, mais aussi, en un sens, le cadre général qui est partagé, qui m'indique que ce que je dois souhaiter pour mon avenir immédiat, c'est un certain type de vacances avec une piscine bien bleue et beaucoup de chlore, une femme jolie qui m'apporte un cocktail, si je me réfère à... Et beaucoup de soleil, oui, ça c'est très important, beaucoup de soleil, si je me réfère à la pub Lidl en question. Rêve, bon, c'est un mot qui apparaît progressivement, je crois, au XVIIe siècle, et qui vient remplacer progressivement le mot songe, pour désigner ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit. Ça le remplace progressivement parce qu'au début, rêve, ça veut dire plutôt rêve, rave, rêve. Ça veut dire délire, égarement, moment où on est en quelque sorte à côté de ces pompes et où on pourrait presque plutôt le rapprocher d'égarement ou d'illusion, si on veut bien. Bon, rêve finit effectivement par désigner le produit de l'activité onirique, c'est-à-dire ce qui, la nuit, se déroule à l'intérieur de notre conscience. Et puis voilà, dans le champ sémantique limité des sociétés occidentales, ça désigne effectivement une production de l'esprit humain, individuelle, pardonnez-moi, de l'esprit humain, et pendant le sommeil. Mais ça désigne aussi mes aspirations les plus ambitieuses, on pourrait dire, presque démesurées, quoique réalisables, sinon on parlerait de fantasmagorie, de fantasme, etc. Bon. Quand je parle de rêve politique, c'est vraiment cet espoir qui m'anime, le monde espéré qui anime qui m'anime et motive mes actions. Le monde espéré, exactement ça, le monde espéré et partagé qui anime et motive mes actions. Voilà. Donc rêve politique, n'est-ce pas? Vous venez de la voir, c'est une image du monde commun, une image du monde commun qui anime les individus et motive leurs actions. Bien. Alors ces rêves, assez naturellement, peuvent inclure, je dirais même inclus toujours d'une manière ou d'une autre, une cosmogonie et une eschatologie. Une vision du monde et de sa naissance et une vision du monde à la fin des temps, à la fin du monde, ou en tout cas à ce moment où on aurait atteint le stade idéal du développement que l'on rêve et qui motive nos actions. Donc dès que vous identifiez un rêve commun, un Eldorado,
un dream, c'est-à-dire une vision du monde, de la société idéale qui anime et qui motive les actions, euh, essayer d'identifier là-dedans qu'est-ce qui marque le début, qu'est-ce qui marque la fin et qu'est-ce qui marque le moment qu'on est en train de vivre. Euh, de nombreuses religions se sont par exemple développées sur l'idée que euh, Balandier dans l'anthropologie politique, lorsqu'il parle des sectes rwandaises, euh, par exemple, on donne un exemple, euh, sur l'idée que nous sommes dans un temps mauvais, mais bientôt un Messie arrivera et il engagera des transformations globales qui feront qu'on pourra enfin vivre dans une société parfaite. Alors il faudra bien faire attention parce que ces rêves politiques peuvent être nourris par un rapport entre la religion et le pouvoir, entre la famille et le pouvoir, mais on le verra aussi entre l'administration et le pouvoir, administration des choses, hein, entre économie et pouvoir. Et on poussera un peu plus loin tout à l'heure quand je vous donnerai le plan de ce semestre euh, numérique qui durera 2 semestres et qui donc se fera pour une partie de l'année, la seconde, en parallèle avec un cours d'anthropologie politique en classe, quoi. Donc voilà. Bien. Alors, premier temps de l'introduction, fini. On sait à peu près ce qui nous intéresse et on va passer maintenant à quelques points de repère qu'on peut se donner par rapport aux rêves politiques. Notez bien que comme je suis ni psychologue ni psychanalyste, mon objet, en tant qu'anthropologue, ne peut être qu'un fait culturel, c'est-à-dire un fait partagé. Bien. Alors maintenant, on va essayer d'identifier quelques lignes d'opposition qui permettent de mieux appréhender ce que peut être un rêve politique. Alors, première opposition, très très simple. Si vous faites un dessin, ça va finir par ressembler, tenez, je peux vous le faire, un jour de soleil. Je sais pas un stylo plus joli, moi. Là. Pas beau mon stylo. Bon. Alors, il y a des rêves politiques qui sont essentiellement fondés sur l'unité. L'unité qu'on peut nécessairement rapprocher d'une forme de purification, puisqu'il va falloir, par la conversion, par l'éradication, par un coup du sort, que la population se retrouve d'un seul coup une. Et la population, que ce soit à l'échelle d'un quartier, ou même d'une entreprise, d'un quartier, d'une ville, d'un département, d'une région, d'un État, ou du monde, vouloir lui imposer une unité, c'est nécessairement lui imposer une violence. Parce qu'on va réduire la pluralité de couleurs de peau, la pluralité culturelle, la pluralité de pratiques, la pluralité de choix sexuels, la pluralité de ceci, cela, de classe sociale. Donc, vouloir une unité, c'est avoir un rêve qui crée une espèce d'unité parfaite, c'est un rêve qui contient en lui-même l'horizon d'une purification. Une purification. Et cette purification, ça va être par, comme je vous l'ai dit, la conversion, l'élimination, la sélection, des moyens comme ça, ou même la conversion, pourquoi pas la conviction, une perspective d'unification. Bon, l'unité. Et l'unité, ça s'oppose assez naturellement à la pluralité. Par pluralité, j'entends un rêve qui cherche dans une forme de symbiose à laisser une place à chaque spécificité. Alors évidemment, c'est une des limitations, ça contient aussi de la violence, mais c'est un rêve qui va produire une forme de frontière et de juste délimitation, juste place entre les différents groupes. Il faudra me faire penser à détruire dans l'œuf tous les projets de production de moteurs pour les 2 roues qui détruisent les esgourdes des honnêtes citadins qui essayent en rond de produire un petit peu d'enseignement
comme ça, pour de rire. Bien. Donc, la pluralité, ça va être un rêve qui va chercher à dire, eh bien, dans le monde parfait, il y aura la caste ou le groupe des gens qui sont plutôt nomades, le groupe des gens qui sont plutôt comme ci, plutôt au contraire sédentaires, le groupe des gens qui seront plutôt, je sais pas moi, syro-melkites, le groupe des gens qui seront orthodoxes, le groupe des gens qui seront musulmans, catholiques, etc. Et on va créer un ensemble de relations harmonieuses entre tous ces groupes. Et chacun sera à sa place, c'est là que se trouve la violence, chacun sera à sa place définie par le rêve, et le monde sera bien comme ça. La société des castes, par exemple, c'est une société qui assigne à une pluralité. Donc, premier axe, n'est-ce pas, hein, unité, pluralité. J'écris comme un cochon, mais ne me demandez pas de faire des animations sur YouTube ou je sais pas quoi. Un, je ne sais pas le faire. Deux, ça me prendrait beaucoup trop de temps et je perdrais largement du plaisir que j'ai à vous parler. Déjà qu'une partie de ce plaisir s'est envolée à cause des gougnafiers qui ont fait que je ne fais plus simplement que filmer mes cours. On va essayer de se contenter d'un minimum. Alors, le deuxième axe que je vous propose pour qualifier ces rêves, ce serait un axe qui opposerait les temps nouveaux, l'avènement d'un temps nouveau, et par conséquent un bouleversement. C'est un peu comme si j'écrivais au tableau, sauf que je vous le montre que de temps en temps. Bouleversement, temps nouveau. Et de l'autre côté, une forme d'idéalisation, de sublimation du présent. Sublimation du présent. Si vous préférez, une sacralisation de l'existant. Alors, dès lors que j'ai dit ça, faites bien attention. Si d'un côté il y a les temps nouveaux et de l'autre côté il y a une sacralisation de l'existence, si d'un côté je suis dans un rêve qui sacralise ce qui a à venir, et si au contraire je suis dans un rêve qui surtout ne changeons pas, où sont les points d'opposition? C'est pas entre passé et futur. Des traditionalistes, je sais pas moi, le fils en Algérie dans les années 90, qui dit il faut absolument revenir à la tradition, ce sont des gens qui proposent des temps nouveaux, un bouleversement total à l'époque des mœurs et des façons de vivre. En invoquant le passé, ils appellent le futur, ils appellent les temps nouveaux. On n'est pas du tout dans une sacralisation du présent, une sacralisation de l'existant, une sublimation de ce qu'on vit. Bon. Donc, le point d'opposition, c'est est-ce qu'on est dans une société dont le but absolu, ou dans un groupe dont le rêve absolu est de transformer tout, ou est-ce qu'on est dans une société dont le but absolu est au contraire de ne rien changer à rien? Est-ce qu'on demeure ce qu'on est, ou est-ce qu'on devient ce qu'on n'est pas encore? Une opposition entre devenir ce qu'on n'est pas encore et à ce moment-là réussir, s'épanouir, ou demeurer ce qu'on est. Bon. Alors. Oh là 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 là. Et en plus, il est nul en dessin, ce garçon, décidément. Troisième ligne d'opposition que je vous présente, que je vous propose, le territoire ou, au contraire, l'absence de territoire. Alors, voilà. Je me demande d'ailleurs si vous pourrez lire quoi que ce soit ou si ce sera inversé. Tiens, il faudra que je vérifie. Le Troisième Reich, par exemple, c'est un rêve territorial. Bon. Nous reconquérons l'Alsace et la Lorraine, c'est un rêve territorial. La grande Serbie, la grande Hongrie, la grande Roumanie, tout ça, ce sont des rêves
territoriaux. C'est des fictions collectives dans le cadre duquel on se dit, je dis fiction, il y a bien sûr des réalités démographiques, linguistiques, etc., mais à un moment donné, ça prend forme et ça dit le pays ne sera complet que quand tous les jeunes hommes formés dans les écoles d'équitation prendront la lance en Hongrie et iront envahir la Roumanie pour reconstituer la Grande Hongrie, qui est finalement le seul espace dans lequel on se meut et qui motive les actions au futur, qui incarne ce rêve politique-là. Faites attention, un grand nombre de théories dites universalistes et de rêves universalistes sont en réalité des rêves mondiaux, c'est-à-dire ils font référence à la Terre en tant qu'ensemble géographique limité avec ses dimensions. Il s'agit de conquérir, de toucher tous les territoires. Donc ça demeure territorial. Il faut s'assurer la maîtrise de tous les territoires. Il faut englober dans ce rêve tous les territoires. Ce n'est pas du tout déterritorialisé. Inversement, il est des rêves qui ne cherchent à s'ancrer ni localement, ni dans des espaces qui doivent revenir et qui doivent être intégrés dans un espace idéal, et qui, par exemple, cherchent totalement à s'abstraire, à se déterritorialiser, à toucher les humains en tant qu'êtres humains, et les animaux en tant qu'animaux. Bon. Dernière ligne d'opposition. Est-ce que le rêve englobe la totalité de la destinée humaine ou est-ce qu'il n'englobe qu'une partie? Donc, c'est aussi simple que ça. Humanité tout entière, ou au contraire, une partie. Voilà. Bon, je m'aperçois un petit peu bêtement que je vous parle pour, à travers ces lignes d'opposition, un peu mieux appréhender ce que c'est qu'un rêve politique, de temps, le rapport au temps, de rapport à l'espace, territoire, pas de territoire, de la définition de l'humain, ou en tout cas du prochain, et ensuite oui, de l'unité ou de la pluralité, du même et du différent. Donc les grandes catégories, ce serait humain, non humain, même, différent, territoire, pas territoire, temps figé, temps actif. Vous voyez, même, différent, unité, pluralité, humanité tout entière ou partie, c'est-à-dire vraiment le statut de l'autre. Hein. Question de territoire, ben, l'absence de. Est-ce qu'on vise un territoire? Est-ce que l'espace est pris en jeu ou est-ce qu'il n'est pas pris en jeu? Et enfin, quelle est la vision qu'on a du temps? Vous voyez qu'on revient à ce que mot, c'est Durkheim, bien que ce soit uniquement Durkheim qui signe le bouquin dans les formes élémentaires de la vie religieuse, désigne comme les catégories sociales de l'entendement. On est vraiment sur quelque chose de basique. Or, justement, le fait de traduire ça dans une fiction, dans un rêve, ça permet d'encadrer et comme de colmater toutes les brèches, ça permet de meubler une sensibilité, de lui permettre d'interpréter le monde. Assez clairement, ce que j'appelle un rêve politique, vous voyez, par exemple, je disais tout à l'heure, nous ferons du monde, discours de Truman au sortir de la Seconde Guerre mondiale, un havre de paix grâce aux politiques de développement, etc. C'est vraiment une façon de transmettre aux interlocuteurs, de diffuser, de répandre, en fait, une sensibilité politique profonde. J'ai d'ailleurs cette formule en tête tout à l'heure. Je me disais, tiens, dans le fond, un rêve politique, c'est là où on ne se comprend plus. Et on ne se comprend plus avec deux types de conséquences. Soit on ne se comprend pas parce qu'en fait on s'appartient, on est au-delà de la compréhension, on s'appartient les uns aux autres, on partage le même rêve politique, soit on ne se comprend pas.
Parce qu'effectivement, aucune forme de rationalité ne peut expliquer la motivation de l'action. Celle-ci est motivée par un rêve politique, par une espèce d'inconscient collectif, de magma qui jusque-là nous dit que le monde est ceci et pas cela. Et alors à ce propos, je me rappelle un jour dans un documentaire où je voyais une jeune femme, une habitante des colonies israéliennes en Palestine, et euh, le journaliste venait lui demander comment est-ce qu'elle se sentait par rapport au fait de coloniser cette terre. Et elle disait une réponse, voilà, justement, que moi, de ma position avec mes rêves politiques, je ne pouvais pas comprendre. Elle a répondu littéralement, mais je me sens vraiment admirablement bien. J'ai l'impression de réaliser, je sais même que je réalise ce qui est écrit dans les textes sacrés, dans la Bible. Je vis le temps sacré du retour du peuple juif sur sa terre. Et donc, en posant une brique, voilà, elle réalisait l'œuvre de Dieu. Ça, c'est typiquement un moment dans lequel deux personnes partageant des rêves politiques différents ne peuvent absolument pas se comprendre parce que rien ne peut opérer en quelque sorte un transfert de justification entre les deux personnes. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre parce que l'esprit de l'un comme l'esprit de l'autre sont tapissés de représentations qui sont totalement hermétiques les unes aux autres. Quand je rencontrais des frères musulmans en Égypte en 2006 et qu'ils m'expliquaient que la motivation de leurs actions, excusez-moi, ils m'expliquaient la motivation de leur action de la manière suivante. Donc le monde est une création divine, traversé par un mouvement qui va d'ouest en est et qui signifie la conquête du monde par l'islam et la purification du monde progressive dans une direction d'unification. Et même si nous avons une infériorité militaire, pardonnez-moi, nous avons une telle supériorité morale que notre triomphe est inéluctable. Et voilà ce qui motive nos actions et qui les informe, qui leur donne sens. Je parlais à des gens qui, à travers ça, lisaient leur rapport avec leur épouse, ou leur non-épouse puisqu'ils étaient trop jeunes, leur rapport avec leur sexe, leur rapport avec leur nourriture, leur rapport avec l'air qu'ils respirent, leur rapport avec les phénomènes météorologiques, leur rapport avec la politique. Tout passait par là. Et mon hypothèse, c'est que, qu'on en soit conscient ou non, tout passe à un moment donné par le filtre de cette sensibilité politique qui est formée par le rêve politique. Le rêve peut être très faible ou très fort, explicite ou implicite, manifeste ou latent. C'est l'ensemble de ces formats, de ces expressions, de ces manifestations des rêves politiques que nous serons amenés à étudier ensemble ce semestre. Bon. Alors, voyons voir. Fin de la deuxième partie de l'introduction. Nous avons maintenant tourné un petit peu autour du sujet, appréhendé quelques axes grâce auxquels on interrogera sans arrêt les formes de rêves politiques, les manifestations de rêves politiques que nous nous proposerons d'étudier ensemble. Je vous donne maintenant le programme, demander le programme du semestre. Alors il y a 5 formes de rêves politiques que je voudrais envisager avec vous. Alors, le premier rêve politique que je voudrais travailler avec vous, enfin, les premières formes de rêve politique que je voudrais aborder avec vous, et qui est relatif à religion et pouvoir, les rapports entre religion et pouvoir, mais je fais référence toujours au chapitre de Balandi. Ceux qui me connaissent savent que anthropologie politique, c'est en quelque sorte la Bible de secours. C'est le rêve politique qui est... les rêves politiques, pardonnez-moi, qui sont agis aujourd'hui par les différents mouvements de l'islam politique. C'est ça qui va m'intéresser. Alors, donc, religion et pouvoir, le rêve de l'islam politique, on pourrait dire. Deuxième partie, on ne va pas laisser l'islam tout seul, on va s'intéresser aux catholiques. Et on va s'intéresser aux catholiques autour du thème famille et pouvoir. Et notamment, on va essayer de s'intéresser aux rêves
euh, des opposants au mariage pour tous, là, ceux qui étaient pour la famille pour tous. Bon. Alors, on va s'intéresser aux rêves politiques des minorités agissantes catholiques françaises. Bien. On va ensuite s'intéresser, dans un troisième temps, donc religion et pouvoir, famille et pouvoir, troisième temps, économie et pouvoir. Et là, on va s'intéresser euh, aux rêves des libéraux, au rêve libéral. Qu'est-ce que c'est que le rêve libéral? Alors là, vous allez voir que tant on va avoir affaire au temps nouveau et à une société qui doit absolument être sans cesse flexible, tant on va avoir affaire à un rêve politique latent, discret, et peut-être pas si séduisant une fois qu'il sera explicité. Bien. Religion et pouvoir, famille et pouvoir, économie et pouvoir, à chaque fois le rêve politique. Quatrième partie, le rêve politique dans un rapport entre administration et pouvoir. Et là, on va s'intéresser, qu'est-ce que c'est que le rêve des bureaucrates? Qu'est-ce qu'ils veulent, les gestionnaires, les managers? Quel est leur rêve? Quel est leur monde rêvé? Quel est leur rêve politique primordial à tous ces managers, tous ces bureaucrates, tous ces gens qui forment le quotidien massif de la vie au travail, de ceux qui sont d'ailleurs dans tous les métiers, en fait, les services, l'industrie, etc., et qui font qu'on passe, même dans l'agriculture, qu'on passe notre temps à remplir des formulaires, des normes, etc. Quel est le rêve qui anime la bureaucratie? Par exemple, pourquoi pas la bureaucratie européenne? Enfin, je vous proposerai de travailler sur ce qu'on pourrait appeler le rêve GAFA ou le rêve du geek, c'est-à-dire du rêve qui encadre et préside à la numérisation et la dématérialisation du monde. Euh, Cela me semble beaucoup trop important aujourd'hui pour être négligé. Voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que ce nouveau modèle de cours fonctionnera bien. Euh, pour être plus précis dans le programme, avant d'aborder le grand 5, la religion et pouvoir, famille et pouvoir, économie et pouvoir, administration et pouvoir et le rêve du geek, le rêve des GAFA, on fera deux trois séances d'abord sur qu'est-ce qu'un rêve politique, vraiment pour affirmer la définition et préciser tous les items après cette courte introduction. Voilà, ben je vous souhaite une bonne semaine, parce que c'est en gros toutes les semaines que je produirai du contenu comme ça. Et puis, amusez-vous bien, et je tiens d'avance à rassurer tous ceux qui seront avec moi au second semestre. Même s'il y aura une corrélation entre le cours en ligne et le cours que je donnerai en réalité, bien évidemment, ce sera des cours différents et l'examen ne portera absolument pas sur les choses qui seront vues dans ces vidéos, mais plus spécifiquement sur la thématique qu'on aura choisie, plus spécialement pour ce cours-là. Voilà, à la prochaine.